Bienvenue à l'épisode 38 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Cette semaine, on annonce officiellement sur notre podcast le lancement de notre nouvelle formation, la méthode H2H, qui est faite pour des représentants, des vendeurs à commission qui aimeraient augmenter leurs revenus, qui aimeraient prendre le contrôle de leur vente. Oui, je sais que ça a été lancé il y a quelques semaines déjà dans notre groupe Facebook sur les médias, mais bon, le podcast est en retard, que voulez-vous, vous allez l'apprendre aujourd'hui sur le podcast. Dans cet épisode-là, on en profite aussi pour te parler des 5 clés de succès des meilleurs représentants, des top 1% des reps qui performent, qui sont les numéros 1 dans leur entreprise. On t'adresse ces 5 clés de succès-là. Je te souhaite une excellente écoute. Commençons avec ça. Il y a une chose que je veux... avec laquelle j'aimerais mettre la table, c'est que les reps qui sont numéro 1 dans une entreprise, c'est pas des gens qui ont, je pourrais dire, tout cuit dans le bec. Hein? C'est pas des gens qui ont été bien placés, qui ont eu une chance, ça leur est pas arrivé dans les mains par hasard. Tout ça, ces reps-là qui sont numéro 1, on en a vu, on a travaillé avec des reps comme ça, on a été ces personnes-là dans le passé aussi. Ça prend beaucoup de choses. Puis ce que je remarque, moi, c'est que les gens souhaitent être numéro 1, mais on dirait que quand vient le temps de mettre tout ça en même temps, de dire, OK, il faut que je fasse ça, faut que j'apprenne, faut que je m'améliore, faut que je travaille sur moi. Tabarouette, c'est tough, tu sais. Puis moi, je pense que pour être rep numéro 1, c'est un point que j'ajoute là à nos 5 clés de succès. Tabarouette, faut être conscient, premièrement, qu'il y a du travail à faire puis que ce n'est pas un easy game, la vente. C'est pas tout cuit dans le bec. C'est pas une formule magique que tu appliques puis que demain matin, tu vas avoir les résultats du rep numéro 1. Ben non, c'est du travail sur toi, sur tes façons de faire. C'est du développement personnel. Il y a beaucoup de stock à prendre en considération pour devenir un rep number 1. Et c'est pas de la petite bière. Là. C'est pas quelque chose. C'est surtout pas le job 9 à 5. Hein? Fait que j'ai souvent l'impression qu'il y a du monde qui tombe en vente parce que l'aide du Saint-Esprit les a dirigés là, tu sais, là. Puis il y avait rien, puis il y a quelqu'un qui a dit viens donc essayer ça, les ventes. Mais rapidement, les gens réalisent qu'il faut que tu fasses beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui est dans un cadre où est-ce qu'on lui dit tout quoi faire. Puis l'autre chose qu'on a réalisé, moi puis toi, Nick, tu sais, pour créer cet accompagnement-là puis cette formation-là, c'est que dans les entreprises, les gens ont un cadre établi puis ils veulent pas sortir du cadre. Ouais. Souvent, les sales reps number 1 sortent toujours du cadre. Ont toujours des stratégies qui proviennent d'ailleurs. Ont toujours des offensives qui sont différentes de ce que les gens font à l'interne. Puis c'est ça qui fait, qui donne un bon grain de réussite pour ces personnes-là. Mais la vente, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Puis il y a plein d'attributs puis de variables qui viennent influencer le succès ou le non-succès d'un individu. Puis c'est ce qui nous a amené à créer justement ces fameuses 5 clés du succès-là. Puis que là, aujourd'hui, on va les définir graduellement puis de façon le plus vulgarisée possible. Là, on va vous donner la sauce. On va vous donner la sauce en masse. Fait que pour lancer avec la première clé du succès, moi, je vais apporter une nuance opposée à ça, je pourrais dire. La vente, il y a un côté obscur à ça. Hein? Il y a un côté qui est malsain. Hein? On devient addict à générer des ventes, on devient addict à générer des commissions. Pas le fait parce que c'est de l'argent qui rentre, mais parce que c'est ça notre sentiment d'accomplissement en tant que vendeur, de dire hey, j'ai closé ma vente, j'ai eu le client. On devient à un certain point addict à ça, puis ça en devient maladif lorsqu'on n'est pas capable de performer parce qu'on se définit beaucoup dans le succès de tout ça. Si j'arrive pas à vendre, je suis nul. Si j'ai une mauvaise semaine, c'est de la merde. Puis on voit des gens qui ont le talent, qui ont envie de travailler, qui aiment ça, faire ça, qui ont la drive, ils ont la passion, ils ont le feu. Mais il y a une chose qui leur manque, c'est ce qui se passe ici entre les deux oreilles. Ils sont pas capables de cope avec le fait que ça rebondit. C'est pour ça qu'on compare souvent la vente avec l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est un roller coaster du début jusqu'à la fin. Ça arrêtera jamais d'être un roller coaster. Mais la vente, indirectement, ça l'est aussi parce que on peut avoir des semaines incroyables, des mois incroyables, puis d'autres mois qu'il y a des impacts qui vont venir, pas des impacts, mais il y a des obstacles qui vont venir se mettre dans notre chemin, qui vont des fois nous ralentir, nous démotiver, faire en sorte qu'on va se remettre en question. Est-ce que je suis à la bonne place? Je fais ça à la bonne affaire? Puis ça, c'est normal. Puis c'est là que j'arrive avec ma clé numéro 1.
ben, c'est que ça prend des tabarouettes de bonnes habitudes de vie pour être capable de thriver dans la vente, puis vraiment de garder justement cette constance-là, semaine après semaine, mois après mois, puis de performer là-dedans longtemps. Quelqu'un qui n'a pas de bonnes habitudes de vie, qui se pète la face, qui prend pas le temps de prendre soin de lui, tu sais, tout simplement juste de prendre l'air, de prendre le soleil, de prendre du temps pour lui, voire même de consulter un psychologue parce qu'il veut parler de ce qu'il challenge, les habitudes de vie saines, prendre soin de soi, de son corps, son esprit. C'est la chose la plus importante, selon moi, dans la vente parce que quelqu'un qui n'a pas ça ne sera pas capable de dealer avec tout le reste qui vient avec. Exact. Puis, pour rebondir là-dessus, moi, souvent, je vais un petit peu plus loin à cet égard-là. Je vais parler d'intelligence à succès. L'intelligence à succès, c'est un concept qui a été étudié dans les universités. C'est une façon de programmer son mindset ou programmer son cerveau pour arriver à réussir de façon importante dans le cadre d'une entreprise. Tu sais, qu'est-ce qui fait? Puis j'ai une espèce de bel exemple. Dans Residencia Maison Intelligente, j'ai un vendeur qui fait 3 fois les chiffres de tout le monde. Puis pourtant, il travaille le même nombre d'heures. Il travaille la même semaine que n'importe qui. Il fait pas plus d'heures, mais il a un mindset inébranlable. Tu l'appelles, il est jamais démotivé, il n'y a jamais rien. Il est vraiment programmé pour aller là. Il sait c'est quoi ses objectifs, il sait où est-ce qu'il s'en va. Puis il laisse pas les facteurs externes l'ébranler. Souvent, ma meilleure comparaison ici, c'est qu'est-ce qui fait dans la vie que 2 personnes qui ont des attributs similaires, physiques, là, mettons, là, qui n'ont pas des pieds de 12 pieds, là, qui ont un corps, qui ont un physique normal, qu'il y en a un des 2 qui finit avec une médaille d'or dans le coup aux Olympiques. C'est toutes les habitudes de routine de sommeil, d'alimentation, de mindset, de coaching, de programmation au niveau du cerveau pour aligner la réussite, la constance, la discipline. Ça, là, tout ça, là, ça coûte rien. C'est tout, ça dépend juste de toi, tu sais. Puis cet aspect-là, c'est souvent une des clés qui est les plus négligées. 100%. Les gens cherchent le quick win. Les gens cherchent le truc facile pour changer tous leurs résultats en vente. Puis, hey, tu sais, on se le cachera pas, là, mais on donne des outils gratuits pour aider avec les objections, avec la préqualification. Mais ça, je pense qu'on n'en donne pas assez. Tu vois, ça me lève tout de suite un flag, mais il faut commencer par travailler sur soi, sur justement notre éthique de travail, notre éthique de vie en général, que ce soit, comme tu l'as dit, dans tes habitudes quotidiennes, dans ta vie perso, mais autant dans ta vie professionnelle. C'est rare que tu vois quelqu'un que au niveau de sa vie perso, c'est de l'hostie de merde, mais au niveau de sa vie professionnelle, number one, jamais c'est débalancé, ça fonctionnera pas comme ça. L'un va influencer l'autre. Fait que, j'aime bien ce que tu as apporté au niveau de cette intelligence à succès-là. C'est quelque chose qui se développe, heureusement. On apporte ça comme une clé à succès parce que c'est quelque chose que on doit développer, que tu dois débloquer, toi qui m'écoutes aujourd'hui, puis qui dis qu'est-ce que je dois faire pour être meilleur? Commençons par ça. Commençons par travailler sur toi. Est-ce que tu as l'impression que tu es la meilleure version de toi-même à l'heure actuelle ou du moins que tu travailles pour être la meilleure version de toi-même à l'heure actuelle? Moi, j'aime bien ça, dire le comparatif, mais tu sais, tu peux pas apprendre à quelqu'un à vendre. Eh ben, en fait, tu peux montrer le meilleur processus de vente, tu peux montrer comment générer des leads, tu peux montrer tout le savoir-faire. Mais le savoir-être à travers ça, on revient souvent à ça, là, savoir-être, puis comment se développer là-dedans. Si on travaille pas sur nous, mais on travaille juste sur les méthodes, ça fonctionnera pas. Il y a un bout de la solution, il y a 50% de la solution qui est pas là. On a hey, je sais comment closer des deals. Ouais, mais t'es-tu là aujourd'hui dans ta tête? T'es-tu arrivé scrap la veille? T'as-tu dormi ça? Tu sais, je veux dire, c'est tous des impacts qui vont venir. Mais c'était éventuel. Puis souvent, on entend tout le temps, genre, t'es scrap de la veille, là, mais tu sais, ça peut être, est-ce que t'es inquiet pour tes finances? Est-ce que t'as eu de la mortalité dans ta famille? Est-ce que ça se passe bien avec ton conjoint, ta conjointe? Est-ce que t'as des enjeux dans ta tête qui viennent, tu sais, t'impacter au niveau psychologique, qui font en sorte que t'es pas 100% présent, tu sais? Mais après ça, tu sais, souvent, on en parle de cet aspect-là, mais je pense qu'on a une responsabilité individuelle de choisir comment va se dérouler cette journée. Puis ça, ben là, on pourra rentrer dans les détails peut-être plus tard, mais c'est toi qui décides si tu vas performer ou non aujourd'hui, personne d'autre. Si tu décides de fuck up ta vie personnelle, ça te regarde, mais quand tu es au travail puis que tu veux devenir le rep numéro 1, c'est toi qui dois se comporter en rep numéro 1. Tu sais. Parce qu'on a tous des problèmes dans notre vie.
Il y a personne qui a une vie rose. Il y a personne là, que c'est parfait. Ça finit toujours par fuck up quelque part, ton chien est malade. Il arrive toujours de quoi la garderie est fermée. Il arrive toujours de quoi. Donc, essentiellement, comment tu peux programmer ton mindset pour faire face aux impondérables et être capable de rebondir à ces événements-là pour performer. Ça, c'est la première clé, là, définitivement. Puis ça découle quand même d'un spectre assez large des habitudes de vie et de la programmation du mindset. T'sais. On peut aller loin. Bref, je pense que ça résume bien. T'sais, si tu veux des résultats A++, ben toi, tu dois être un A++. That's it. Puis t'auras pas si t'es un B-, tu vas avoir les résultats d'un B-. Si t'es un C-, tu vas avoir les résultats d'un C-. Hein, what comes in, comes out. Hein? On voulant dire ce que tu fais va déterminer les résultats que tu vas avoir au final. Fait que, si on jump au deuxième point, une autre clé de succès, mais qui, cette fois-là, va vraiment, moi, je pourrais dire ça, c'est encore plus facile que la première, je pense, PL. Hein? Être d'accord avec moi. C'est une clé de succès qui est encore plus facile que la première. Si, c'est d'être sharp, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, puis t'as fait un post, je pense. Ah non, on a repris une quote d'un autre podcast qu'on a mis sur le groupe. Si, ça coûte pas une crise de scène, être sharp, comme tu dis, t'as 100% raison. Être organisé dans la vie, ça coûte pas une scène, ça demande simplement de l'organisation, de prendre le temps, de mettre ça à l'agenda. Oui, il y a plein de méthodes, il y a des trucs pour s'organiser, il y a des façons de faire qui peuvent t'aider avec comment sauver du temps dans une journée, comment être plus efficient, comment éviter de faire du multitask. Il y a plein de trucs, il y a plein de méthodes qui existent partout dans le monde pour t'aider à faire ça. Mais la première étape, c'est pour arrêter faut s'enlever les 2 doigts dans le nez, là. La procrastination, là, c'est comme le fléau de tout le reste en organisation. Les gens, ils veulent s'organiser, mais ils procrastinent. Aucun sens. Non, mais tu sais, c'est vrai, pareil. Non, mais tu sais, j'aimerais ça être bien organisé. Ouais, mais tout ce que tu as à faire, tu le remets toujours à plus tard. Comment veux-tu t'organiser? Tu te pelles la marde par en avant tout le temps. Fait que l'organisation pour moi, puis d'être structuré, d'avoir une façon de travailler, une méthode, un horaire dédié dans ta journée, de savoir, tu sais, on parlait d'habitudes de vie tantôt, mais si tu veux les intégrer, ces habitudes de vie-là, faut que tu t'organises, ça va un peu avec ça aussi. Faut que tu sois capable de voir, mais dans ma journée, quand est-ce que je vais avoir le temps de faire ça? Quand est-ce que je vais avoir le temps de prendre soin de moi? Puis de juste me reposer. Tout ça, ça doit être réfléchi, pensé, mis en place dans ton fucking Google Agenda. On a un podcast là, complet. Et puis tu vois ici, là, genre, ça va paraître drôle, là, mais la façon dont j'ai réglé ça dans ma vie, là, que je me suis fait la promesse que je me tricherais jamais à cet égard-là. Genre, pour vrai, là, vous pouvez demander à ma conjointe si vous voulez. Là. Quand on est en retard quelque part, si vous voulez voir un gars de mauvaise humeur, là, c'est moi, en esti. Moi, dans la vie, quand je dis je suis là à 1h, c'est sûr j'arrive à 1h moins 5. C'est sûr, c'est rendu une obligation. Tu sais, définitivement, avec des enfants, la vie, des fois, elle laisse place à des impondérables qu'il faut être un peu plus flexible. Mais en business, je suis pas flexible sur ça. Tu sais. Puis je me suis promis que si c'était ça, le rendez-vous est à tel moment, etc. Tu sais, je veux dire, je pose une question, Nick, là. Dans les 8 dernières années, est-ce que je suis déjà arrivé en retard à un meeting? Jamais. Jamais. Fait qu'à un moment donné, c'est une décision que tu prends, c'est une éthique de travail que tu prends. Fait que quand je vois des gens qui sont comme, je suis pas structuré, c'est ce que je comprends pas. Ben, tu gères une business, tu gères tu sais, t'es vendeur, puis t'oublies d'appeler un client. What the fuck? C'est ton gagne-pain, tu sais. Ça coûte rien de mettre ça dans un Google Agenda pour pas l'oublier, qui fait juste te rappeler, tu sais. Alors ici, soyez sharp, c'est la deuxième clé. Sérieusement, c'est pas une question, c'est même plus une question d'effort, là, ici, là. C'est juste une question de discipline. Puis à un moment donné, ça devient même plus de la discipline parce que c'est intégré dans les opérations du quotidien. Vous avez juste une façon de travailler. Puis vous arrêtez d'échapper des balles parce que vous êtes pas sharp. Je pense que ton point numéro 1 que tu as mentionné résume tout. Arrêter de se mentir à soi-même. Puis de se dire, c'est comme ça que je dois faire les choses. Puis je sais que c'est la bonne façon de faire. Donc, je vais le faire comme ça. C'est de se mentir à soi-même puis d'assumer qu'on va prendre un chemin plus long pour arriver à la même destination. Tu sais, quand on dit, je vais faire ça plus tard, ou peut-être, ou t'oublies de faire quelque chose parce que, c'est pas un oubli techniquement, c'est plus, je me suis pas organisé, donc c'était pas à mon horaire, je l'ai pas fait. Mais quand on prend pas le temps de bien s'organiser, c'est d'avouer que, on veut s'en aller par là, on veut cet objectif-là, on veut augmenter nos commissions en tant que web, mais on n'est pas prêt à faire les trucs importants qui vont nous amener là. Fait que,
c'est pas cohérent avec ton objectif, c'est pas cohérent avec où est-ce que tu veux aller. Fait que moi, je dirais à tout le monde, vous voulez vous organiser, commencez par le top line, là. Commencez à regarder vos objectifs en haut, puis voyez qu'est-ce que vous avez à faire pour les atteindre, ces objectifs-là. Pensez-vous vraiment qu'en pelletant du stock par en avant, puis en procrastinant, est-ce que ça vous rapproche de votre objectif? Au contraire, non. C'est que vous prenez un détour encore plus long pour se rendre au même fucking endroit, alors que vous pourriez le faire plus rapidement. Puis il y a personne qui aime ça prendre un fucking détour pour le fun. Là. Il y a rien de le fun dans le monde de la procrastination. Là. Il y a pas une belle vue à aller regarder là. Non, il y a rien, il y a pas call. Il y a juste toi qui est comme encore déçu de toi-même d'avoir dit je fais ça, je l'ai pas fait. Ce que tu fais, c'est que tu te martèles et tu brimes ton mindset, veux pas, à un certain point, parce que tu te mets à toi-même, tu repousses des trucs. Fait que ça impacte énormément sur ta confiance en toi aussi, parce que tu le sais que t'es pas sharp. Il y a bien du monde qui sont pas capables de l'avouer, mais ils le savent. Ils sont pas sharp pantoute. Ils ont de la misère à faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, ça se dit-tu? Bref. Mais tu vois, ce point-là, récemment, moi plutôt on n'a pas nécessairement mis le profil, moi dans mes influenceurs, je suis beaucoup Grant Cardone, puis là ces temps-ci, je suis beaucoup Andy Elliott, qui est un formateur en vente qui est en train de l'exploser aux États-Unis, puis évidemment là c'est cher en hostie, ses accompagnements sont à 50-60 000, c'est absolument incroyable, mais cette semaine, j'écoutais un TikTok de lui qui disait genre, est-ce que vous mentez dans la vie à vos parents, à votre conjointe, à votre conjoint? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites au quotidien? Tout le crowd, évidemment, dit, ben non. Ben pourquoi tous les jours, c'est ça que vous faites avec vous-même? Parce que tu show up pas à job, puis que tu closes pas le client, puis qu'au lieu de l'amener avec toi, justement, dans le concessionnaire, tu lui donnes une carte qui te rappelle. Arrête de te mentir à toi-même, affronte tes peurs, puis à tacler les enjeux. Je trouvais ça tellement percutant, puis il y avait 100% raison, parce que c'est ce que les gens font. Ils disent qu'ils sont pas des menteurs, puis que justement, ils vont pas faire ça, subir ça à leur famille, à leurs proches, mais ils le font pour eux-mêmes. C'est un total non-sens, c'est un paradoxe intense. Là, c'est somehow pire de te mentir à toi-même parce que tu vis dans le déni toute ta vie. Yep. Bref, je pense que ça recap bien sur ce point-là. Si on continue, les reps à succès, il y a une chose sur laquelle ils vont travailler davantage, puis selon ma perception des choses, c'est des gens qui sont plus près de leurs émotions. C'est des gens qui vont prendre le temps de se développer, de connecter avec les autres, d'être curieux, de vouloir comprendre, de vouloir apprendre même des autres en général dans la vie. C'est des gens qui vont avoir une bonne communication en général. Puis la communication, comparativement à de l'organisation, des habitudes de vie qu'on peut rentrer dans notre quotidien au day-to-day, la communication, c'est pas quelque chose qu'on a le contrôle sur ça du jour au lendemain. Mais c'est quelque chose qui se développe, puis pour de vrai, je fais une parallèle là-dessus, mais j'en suis la preuve innée, je crois, sur ça. PL, on peut témoigner, là, on a un contexte réel ici. Quand j'ai commencé à vendre, je vais toujours me souvenir de la fois que tu m'as fait faire mon speech pendant à peu près 2 heures dans la salle de bain parce que tabarnak que ça sortait pas. J'étais pas bon pour communiquer, j'étais pas bon pour passer un message, j'étais pas en mesure d'appuyer sur des mots de façon claire, nette et précise pour mettre de l'impact, d'utiliser du nom. J'avais rien de ça, je partais from scratch. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai pu développer ma communication, je pourrais dire verbale, tonalité, les mots que j'utilise, ça a vraiment été la pratique et surtout l'auto-évaluation, d'être capable de voir, hey, ça c'est bon, ça, je vois que ça sonne bien, je vois que je m'avance là-dedans. Puis la meilleure façon de le faire, c'est toujours face à face, en te regardant toi-même, c'est-à-dire dans un miroir, dans une caméra, peu importe. Fait que quick tip pour tout le monde, scratch une petite note sur quelque chose. Si vous voulez vous pratiquer là-dessus, communication, miroir ou la caméra, c'est la meilleure chose à faire. Mais il y a l'intelligence émotionnelle très importante à développer pour développer de l'empathie, comprendre les autres, puis communiquer plus facilement avec les autres. Et il y a cet aspect-là qui se pratique de la tonalité le non-verbal. Exact. Puis dans la communication, c'est sûr que pour les nouveaux reps, ça peut paraître un big thing, mais rapidement, il faut être en mesure de comprendre avec qui on parle. C'est quoi sa personnalité dominante? Comment je peux connecter avec lui? Comment je peux aller chercher un point en commun pour créer une relation? Ça s'appelle pas la méthode H2H pour le fun. H2H, c'est la relation entre 2 êtres humains qui définit s'il y a une transaction ou s'il n'y en a pas une. Alors, dans la communication, justement, là, tu l'as dit rapidement à la fin, là, mais
qu'est-ce qui se passe dans le non-verbal, qu'est-ce qui se passe dans le moment présent qui peut te permettre de venir justement ajuster ta compréhension du client pour pouvoir adapter ton speech, adapter ton approche, peut-être être plus doux, plus imposant. Ça dépend du type de client. Alors ici, c'est quelque chose qui est à développer. C'est une clé du succès qui est importante. Tu dois écouter pour comprendre et non l'inverse. OK? Et essentiellement, la communication va aussi te permettre de répercuter un changement dans tes relations interpersonnelles partout dans ta vie. Avec ton boss, avec ton directeur des ventes, avec tes conjoints, avec tes amis, etc. Parce que quelqu'un qui a une meilleure écoute, c'est toujours une personne plus agréable. Quand tu commences à discuter avec quelqu'un puis qu'il te dit « Ouais, je vais te parler de ma journée », ça fait pas de sens. Tu veux être en mesure d'écouter l'autre personne de sa journée puis par la suite pouvoir parler de ta journée pour avoir une relation bidirectionnelle qui est intéressante. Quelqu'un qui parle juste de lui, c'est toujours quelqu'un qui finit tout le temps tout seul. Parce que personne n'a envie d'être avec lui. « Ah, moi, il se passe ça. Ah, moi, j'ai eu ça. Ah, moi, j'ai eu telle bonne nouvelle. » Ça t'intéresse-tu aux autres? Ta gueule. Ta gueule. Ça t'intéresse pas aux autres. Non, 100%. Puis, tu sais, au point de vue communication, tu sais, c'est tough pour de vrai, la communication. C'est quelque chose qui est long à apprendre, qui peut être très laborieux pour quelqu'un. Puis là, il y a des gens qui vont se sentir interpellés, mais les introvertis, les gens pour qui ils n'aiment pas ça aller voir les autres, ils n'aiment pas ça parler nécessairement. Ben, ce n'est pas un bloquant, by the way, d'être introverti au niveau de la vente, au niveau de la communication. Puis ça peut même être une force pour beaucoup de personnes parce que les introvertis ont tendance à écouter davantage, justement, qui parlent. Puis l'écoute, c'est pas mal la clé dans la communication en vente. Quelqu'un qui écoute bien, quelqu'un qui pose des bonnes questions, quelqu'un qui s'intéresse réellement à l'autre personne, c'est lui qui sort gagnant. Comme tu l'as dit, c'est pas celui qui arrive puis qui est au client. Tu sais, des fois, on a tendance de dire, les bons vendeurs, c'est ceux qui jasent tout le temps puis que c'est ceux qui ont une grande gueule. Oui, mais non. Ils sont peut-être intéressants à première vue parce qu'ils attirent l'attention, ils attirent les yeux sur eux, ils parlent fort, ils prennent l'espace, sont volubiles. Mais la personne qui écoute énormément, c'est elle qui va te closer parce que c'est elle qui a compris tout ce que tu dis puis qui a compris tes besoins, il a compris qu'est-ce que tu avais de besoin réellement comme produit ou comme service qui va te proposer la bonne chose. Fait que si vous êtes un introvert, puis vous êtes comme, moi, c'est difficile de développer ma communication. Non, tu vas juste la faire de façon différente que d'autres personnes. Tu n'auras peut-être pas besoin d'être aussi volubile, tu n'auras pas besoin de prendre autant d'espace. Il y a des clés précises dans la communication qui sont à développer. Puis si tu veux être un top rep dans ton entreprise, il faut que tu la comprennes. Il faut que tu travailles sur toi pour développer cette communication-là. That's it, that's all. Il y a des efforts à mettre là-dedans. Puis si on passe à côté de tout ça, encore une fois, on revient au savoir-être, là, comme on disait tantôt. On n'est pas capable de se développer nous-mêmes là-dedans, mais je vais bien beau te donner les meilleures techniques de vente au monde. Shit's gonna hit the fan. Là. Tu seras pas capable de closer comme quelqu'un qui communique bien puis qui comprend les mécanismes, la psychologie derrière la communication aussi. Oui, c'est vrai. Puis, tu vois, tu as parlé d'introverti, tu sais, puis ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça nous amène à la 4e clé, qui est la prospection. Parce que si tu es un introverti et tu as de la difficulté à closer les clients qui sont dans le walk-in, qui viennent vers toi, mais sache que dans la prospection, tu peux faire venir des gens qui vont fitter avec ta personnalité. Tu peux choisir de définir c'est qui le client avec qui tu veux faire de la business. Même dans l'automobile, même dans des business que c'est du walk-in, même dans l'assurance, tu peux décider de développer un client cible avec lequel tu vas connecter humainement puis qui va te faire réussir en vente. Ça, c'est une méga clé. Fait que là, c'est un hack dans le fond, parce que si tu te dis, moi, je suis introverti, j'ai de la misère à connecter avec les extrovertis, je pense que c'est un biais, tu peux finir par t'adapter, mais si jamais c'est trop confrontant psychologiquement puis que ça t'épuise de dealer avec ces gens-là, parce que c'est des choses que j'ai déjà vues, ben souvent, mon coaching tip, ça va être de dire, parfait, on va cibler une clientèle cible qui fit avec toi, puis ensuite, on va les prospecter puis on va les amener vers toi, tu sais. Donc ça, c'est une clé intéressante. Là. Définitivement, puis dans la prospection, dans la capacité, je pourrais dire, si on le vulgarise, dans la capacité à générer de la business, il y a beaucoup de reps, justement, qui sont sous-performants parce qu'ils attendent. Ils attendent que la business vienne à eux, ils attendent d'avoir un lead, ils attendent le Messi calisse les bras croisés puis en espérant que les ventes vont se faire d'eux-mêmes. Mais le hasard dans les performances, ce n'est pas un facteur
de succès, hein. On peut pas se fier au hasard et dire, ben, j'espère que les clients vont venir et que je vais devenir le rep numéro 1. Les reps number 1, là, à l'heure actuelle, là, qu'est-ce qu'ils font, là? Ils hunt. S'ils n'ont pas de rendez-vous à leur agenda cette semaine, s'il y a personne qui attendent réellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont à la chasse. Donc, ils ont appris à chasser au lieu de cueillir ce qui était là. Ouais, fallait bien que tu montes chevreuil là-dedans. Mais elle, c'est un de vrai chasseur. C'est lui qui m'a montré à chasser. Pas à chasser les chevreuils, par contre. Ça, je sais pas. Non, mais c'est vrai, tu sais, il y a rien, tu sais, puis tu sais, nous, on fait que ça de notre vie, là, former des gens en vente, là. Là, je débarque au concessionnaire, puis le Jean-Guy type, la grosse bédaine, le 1 litre de café dans les mains qui est assis puis qui jase, tu sais. Je suis comme, ça se peut pas faire une carrière en vente pendant 20 ans puis attendre que le Messi arrive à toi, attendre que les fluctuations de l'économie décident de ton revenu, ça n'a aucun sens. Tu veux être un top rep, mets en place une stratégie de prospection. Pick up the phone, va chercher des clients qui sont potentiellement intéressés, bâtis une stratégie pour amener des gens vers toi. C'est ta responsabilité dans une certaine mesure de réussir. Puis la prospection, c'est ton meilleur allié. Je veux dire, moi-même, puis je la comprends à votre réalité, là. J'ai été un rep, Nico a été un rep. C'est difficile d'aller chercher le extra miles parce que c'est facile de s'asseoir puis juste prendre à la cuillère ce que notre boss nous donne. Mais lorsqu'on comprend qu'on a le contrôle de nos revenus, qu'on est des intrapreneurs, on est des entrepreneurs dans la business de notre patron, de notre entrepreneur, ben, on est capable de comprendre qu'on peut avoir du contrôle, qu'on peut ajouter finalement 30, 40, 50 000 de commissions parce qu'on amène notre business, puis tout à coup être vraiment apprécié dans l'entreprise parce que on déploie des efforts supplémentaires que personne ne fait. C'est ça, un top rep. Un top rep, c'est quelqu'un qui fait le extra mile, qui va chercher de la business par lui-même, puis qui attend pas son cul que la business rentre par la porte en avant. Ça n'a aucun sens. Écoute, je vais faire quelque chose que je fais pas d'habitude. Je vais aller prendre un commentaire parce que j'ai vu un commentaire, on est en live en ce moment pour ceux qui nous écoutent. J'ai vu un commentaire qui était très bon par rapport justement à la prospection puis comment aller chasser puis chercher les clients. Il y a Erika qui dit comment chasser quand tu es dans un magasin. Hein, PL, ça, je sais que tu l'aimes, cette question-là. Ouais. Ben, en fait, ça dépend du magasin, là, tu sais. Mais dans tous les cas, une des stratégies que j'aime bien, c'est de bâtir un best fan dans ton Facebook. C'est pour moi, le Facebook, là, c'est pas fait pour la famille, là. C'est fait pour la business, là. Fait que, tu sais, si je deviens un vendeur d'électronique, là, ben, je vais aller me bâtir un fanbase de geeks, puis je vais créer du contenu là-dessus, puis je vais pouvoir ouvrir des discussions avec des gens qui évoluent dans ce domaine-là, puis je vais pomper du monde dans mon magasin quand je vais solliciter des besoins. Ça, c'est un exemple. Mais là, des stratégies de prospection, il en existe plein, là. Non, mais tu as 100% raison. Puis, tu sais, j'ai déjà travaillé dans un centre Hi-Fi pour faire une belle parallèle ici. Puis, je me demandais pourquoi je n'étais pas capable d'attirer de la clientèle. Je faisais des publications sur mon Facebook, mettons, tu sais, tel rabais, puis des trucs, parce que j'essayais de hunter puis d'aller chercher du monde. À cette époque-là, ça fait 10 ans. Mais la raison pour laquelle je n'étais pas capable de le faire, c'est parce que mon audience dans Facebook, c'était juste mes amis de ma famille, tu sais. C'est pas eux qui avaient nécessairement besoin de la nouvelle télé à 75 pouces qu'on avait à vendre. J'avais pas une audience cible, je pourrais dire, pour les produits que je faisais. J'allais pas hunter les bonnes personnes, je le faisais pas de la bonne façon. Puis t'as raison, il y en a plein des façons de faire, mais tu sais, on a travaillé déjà avec du monde qui travaille dans des concessionnaires. Tu sais, de la clientèle, quand tu es assis dans un concessionnaire, tu peux en développer. Il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'une flotte de véhicules, il y a des gens qui doivent renouveler. Il y a plein de choses que tu peux faire pour hunter de la clientèle. Puis la première chose que tu dois faire, c'est de te poser des questions puis de t'enlever 2 doigts dans le nez puis de dire, OK, à quel je peux faire de mon temps libre que j'ai en avant de moi à l'heure actuelle? Ces heures-là, à toutes les semaines que je passe à ne rien faire, qu'est-ce que je pourrais faire avec elles pour augmenter mes commissions à la fin du mois? C'est ça la bonne question à se poser. Si tu commences par là, tu as déjà le bon réflexe. Puis ensuite, ben là, il y a des stratégies et des choses qui se mettent en place. On va jumper à notre dernier point, et non le moindre, par rapport aux clés de succès pour un rep qui veut devenir numéro 1. Puis si on regarde les représentants qui sont numéro 1 dans des business à l'heure actuelle, il y a une chose, puis je pense que c'est une des choses principales qui les différencie de tous les autres représentants, c'est qu'ils closent des deals. Okay? Puis quand je dis closer des deals, c'est le closing. OK? Beaucoup de gens ont un pile-up de suivi gros comme ça.
beaucoup de gens collectionnent les « Merci Nicolas, je vais y passer, je te reviens. Oui, on regarde ça. » Énormément de vendeurs vont collectionner ça parce que c'est ce qu'on apprend. Faut pas mettre la pression au client, faut pas, c'est pas question de mettre de la pression. Allez voir un top closer, allez voir un rep number one. Tu vas demander, est-ce que tu mets de la pression? Il va dire, pas du tout, mais je close. J'arrive à demander la vente. J'arrive à avoir un oui ou un non d'une personne. Le top closer, là, il n'y a pas 75 follow-up à faire. Il y a 75 ventes puis 2-3 follow-up à faire comparativement à la majorité des gens en vente qui ont énormément suivi et peu de closing. Puis, je veux pas rentrer dans tout le processus de vente, PL, parce que là, on va passer la journée ici, là, si on fait ça. Mais au niveau de la vente, au niveau du processus de vente, c'est ce petit aspect-là le plus important que les top closers vont faire comparativement aux autres, c'est qu'ils vont arriver à demander la vente. Il y en a qui sont très bons, justement, qui écoutent, qui posent des bonnes questions. Ils disent, ben moi, je cherche les besoins de mon client, puis je travaille pour mon client, puis je fais tout pour mon client. Je veux l'aider, puis je le sais que tu veux l'aider, ton client. Mais ce que tu fais pas pour l'aider, c'est d'y demander la vente, puis d'y demander la business avec toi. Et ça, c'est ce qui coûte extrêmement cher à beaucoup de vendeurs. C'est ce qui les empêche de gravir le tableau de vente. C'est 100%. Puis tu sais, je vais ouvrir deux parenthèses. T'sais, hier, je rencontrais quelqu'un qui me disait, ouais, moi je suis pas un vendeur, je suis un conseiller. Hey, prends un point, si on travaille ensemble, là, t'es un vendeur. First, puis ensuite tu conseilles si tu veux, mais tu vends en premier. Parce que pas vendre, ça met pas du pain puis du beurre sur la table. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut assumer sa responsabilité qu'en tant que vendeur dans une entreprise, tu dois closer des deals. Ça, je suis bien d'accord avec toi, Nick. Deuxième aspect, t'es un rep dans une entreprise, tu veux devenir un top performer, attends pas que ton boss t'évalue. Apprends à t'évaluer toi-même. Apprends à comprendre qu'il y a un cheminement qui est le processus de vente qui fait que tu closes ou que tu closes pas. Comprends à quel moment tu as fait une erreur. Si tu attends que papa vienne checker en arrière de toi pour te dire que tu conduis pas bien, ça marchera pas. Il faut que tu sois capable de t'adapter dans ta conduite. Puis là, en ce moment, tu es tout seul au volant. Oui, il y a un directeur des ventes. Oui, il y a un directeur de succursale. Mais dans aucune succursale, il y a suffisamment de veille pour amener un top au top closer, le numéro 1 de la boîte. Il n'y a aucune chance que ça arrive par l'aide du directeur des ventes. Tu as une responsabilité, prends-la et apprends à t'évaluer selon le processus de vente. Puis c'est une modélisation qui évolue à chaque jour, à chaque semaine, puis à chaque trimestre. Tu vas t'avoir de te poser des questions sur comment progresser. Tu veux être un top vendeur? Tu as une responsabilité. Ça revient encore à l'intrapreneur. Tu veux faire plus que la moyenne, faut que tu te challenges, faut que tu fasses l'extra mile, faut que tu prospectes, faut que tu t'évalues. Sinon, reste assis sur tes deux lauriers. Puis prends ton chèque de 50 000, par 2023, on le sait que tu vas avoir de la misère à arriver, puis ça va être dur en crise d'acheter une maison. Fait que fais le extra miles pour être capable de te permettre ce que tu vas atteindre dans la vie puis réaliser tes objectifs. Je pense que on est d'accord là-dessus, Nick. Ça n'a jamais été aussi vrai en ce moment. Il y a vraiment une fracture qui se crée dans notre société, que les gens qui vont être à commission puis entrepreneurs vont être capables d'aller plus loin que les gens qui sont à salaire. Puis même des gens avec des doctorats puis des maîtrises sont rendus plus suffisamment payés pour être capables de maintenir le coût de la vie avec l'inflation. Fait que, si je pouvais dropper mon micro à terre, je le ferais, là. Il est fragile un peu, là. Je sais pas s'il a coupé tantôt. Mais 100%, écoute, j'ai rien à rajouter sur ça. Je pense que le message est clair. C'est vraiment la réalité actuelle. Puis je pense que tout le monde a avantage à prendre action sur ça. Si vous êtes dans un rôle en vente, vous voulez pas être bottom line, vous voulez pas être le dernier dans la compagnie. De un, votre rôle il est à risque quand vous faites ça. Les entrepreneurs en ce moment ont besoin eux aussi de pousser les ventes plus fort, ont besoin de travailler dans la structure d'entreprise. Vous voulez être un top performer si vous êtes en vente. Tant qu'à être en vente, profitez donc de ce mode de rémunération-là qui vous permet de générer de la commission. Puis, travaillez sur vous-même. C'est important de le faire. Fait que je pense que ça résume bien l'ensemble les 5 clés de succès des top closers, des top reps dans les entreprises en général. Fait que, guys, sur ça, il me reste quelques minutes. Je vais prendre le temps de vous inviter fortement à nous contacter. Si vous avez besoin d'aide, que ce soit au niveau habitudes de vie, de l'organisation, de la communication. Tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui, c'est les points sur lesquels on travaille avec chaque individu qu'on forme, qu'on apporte à se développer en vente. Notre objectif pour nous, c'est vraiment de permettre aux gens dans le domaine de la vente au Québec d'avoir des meilleurs outils, d'avoir
des meilleurs exemples, voire même de succès de gens qui performent bien en vente. Puis au Québec, ça n'existe pas. OK? Puis c'est la raison pour laquelle on a lancé H2H Academy. Il y a quelques monsieur à cravate qui donnent la formation en vente depuis 25 ans. Ça existe. J'ai rien contre eux et ils sont probablement très bons dans ce qu'ils font. Mais on a un modèle qui est plus adapté pour les gens, qui est en ligne, qui leur permet de faire ça de leur ordinateur dans leur temps ou comment qu'ils peuvent le fitter, hein, parce que l'horaire étant difficile, on travaille en vente, etc. Vous êtes des gens très bien organisés de ce que j'ai compris. Fait que vous allez rentrer ça dans votre horaire quelque part. Donc, si vous sentez le besoin justement de vous améliorer en vente, si ce qu'on vous a mentionné aujourd'hui, c'est des choses qui vous parlent, je vous invite simplement à venir nous écrire tout simplement sur Facebook, Nicolas Aubin ou Pierre-Luc Murray. On va être là pour vous répondre, on va être là pour vous guider. Puis si on a la bonne formule pour vous aider à l'heure actuelle, si vos besoins, on est capable de les combler avec ce qu'on offre, bien, ça va nous faire plaisir de vous présenter la méthode H2H qui est faite spécifiquement pour les représentants, pour les vendeurs. On travaille toujours avec des entrepreneurs, des travailleurs autonomes. On le fait déjà. Fait que si c'est votre cas, vous pouvez venir nous écrire aussi, il n'y a aucun problème. Mais ce message-là s'adresse vraiment pour les reps, pour les vendeurs qui n'ont pas d'outils, qui sont peut-être moins soutenus dans leur rôle à l'heure actuelle, dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, puis voire même aux entrepreneurs. Si vous voulez former vos vendeurs, vous n'avez pas le temps pour les soutenir, vous n'avez pas le temps pour faire la formation continue avec eux. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. C'est pour vous donner un coup de main là-dessus. Et bien évidemment, faire un réel changement là-dedans, tu sais, parce qu'on voit tellement de gens qui vendent de la mauvaise façon, puis c'est plate. C'est plate parce qu'on se dit tabarouette, il y a du potentiel partout, on veut faire un changement là-dessus. C'est pour ça qu'on a tout ce contenu-là gratuitement d'ailleurs, c'est parce qu'on veut avoir un changement puis on va avoir un impact qui est très large. On a plein de vidéos sur YouTube, on a plein d'épisodes de podcasts, on a des outils gratuits dans notre groupe Facebook. On a du stock en masse pour vous aider à la base, mais si vous voulez aller plus loin, you know where to find us. Fait que voilà, ça wrap it up. All right, let's go. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous pendant tout cet épisode. Je prends le temps pour te dire, premièrement, si tu as besoin d'un coup de main avec ça, si tu es un représentant et tu aimerais voir si la méthode H2H est une bonne solution pour toi, pour te former, pour devenir un meilleur vendeur, pour gagner des meilleures commissions, pour bref, mieux vivre simplement de ton rôle en vente, je t'invite à nous contacter. On a plusieurs façons avec lesquelles tu peux le faire, mais la plus simple, c'est de venir me parler sur Facebook, Nicolas Aubin, ou encore à Pierre-Luc Murray, directement dans la messagerie sur Facebook. On est toujours très disponible. Si tu as apprécié le contenu, comme à l'habitude, je te demande de faire une simple et unique chose. Prends le temps d'aller nous laisser un 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts. Ça fait une énorme différence pour nous. Si t'es pas encore abonné, eh bien, je t'invite à le faire aussi par le fait même. Encore une fois, merci d'avoir été présent avec nous. Je te souhaite d'excellentes ventes. On se revoit dans un prochain épisode.